Non, là, c'est en train de ramer. Super long à démarrer. C'est pas grave, ça nous a permis de calmer notre fou rire. Je suis en direct. Hop. Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que vous allez bien déjà? Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette soirée autour du cheval naviculaire avec Charlotte? Charlotte est avec nous. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, plutôt bien. Ravie de démarrer cette soirée. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Charlotte Bourrion. Je suis vétérinaire au nord de Chantilly. Mais mon secteur d'action est plutôt très vaste. On fait à peu près 100 km autour de Chantilly. Et dans l'équipe, on suit tout type de chevaux. Des pur sang, mais vraiment très peu parce que c'est pas notre secteur, on va dire, préféré. À côté de ça, on suit des chevaux vraiment de toute discipline, y compris bien sûr des chevaux de loisirs et juste des chevaux de compagnie. Et même des ânes. Voilà. J'aime beaucoup le et même des ânes. Des ânes, parce que j'en ai en ce moment. Les mulets, non, quoi. T'as décidé que. Ouais, j'ai de tout. De tout. Dans l'idée, je veux bien faire des zèbres aussi. Bon, génial. Alors, vous êtes quelques-uns en ligne. On va peut-être juste attendre 2-3 petites minutes avant de lancer le PowerPoint que les derniers s'inscrivent. Juste petite explication de Charlotte et sa présentation. Est-ce que vous pouvez nous répondre si, un, vous nous entendez bien et deux, si vous nous voyez bien? Dites-nous tout. Morgane est bien là. Alors, dites-nous tout. Et après, je vais juste vous rappeler le principe de la conférence. Donc, Charlotte va nous expliquer un petit peu ce qu'il en est, même plus qu'un petit peu, toute la partie du cheval naviculaire autour d'un magnifique PowerPoint qu'elle a travaillé pendant des heures et des heures. Et ensuite, à l'issue de tout ça, on partira sur une session questions-réponses. Aucun interdit? Tu réponds? Aucun interdit, a priori. Allez, c'est parti. Et même, on verra selon comment on fera d'abord toutes les questions. Après, s'il y a des questions Rhino potentiellement. Ah, c'est possible. Voilà, s'il y a 2-3 questions Rhino à la fin, je veux bien répondre aussi à 2-3 questions Rhino. D'abord, on traite bien le naviculaire et s'il nous reste un peu de temps, on peut faire un peu de Rhino. Et si tu as des questions diverses et variées autres, tu prends? Bah, on va peut-être essayer de. Enfin, sinon, on va pas se coucher si je prends toutes les questions. Après, ils peuvent les envoyer. Mais voilà, je pense que vu les circonstances un peu exceptionnelles, on peut faire un petit point Rhino à la fin. Eh bien, génial. Excellent. On se fait ça. Est-ce que ça vous va à tous? Écoute, de toute façon, le temps qui tape sur leurs petits écrans, on va lancer. Alors, je vais vous partager mon écran. Attention, grande première. Tadadam. Si ça va pas, faudra hurler. On essaiera. Ouais, déjà, toi, tu peux me dire alors. Ouais, ça me paraît bien. C'est bon, vous avez la slide de couverture? Écoute, c'est tout bon de mon côté. Vous vous inquiétez pas sur la grande bande noire qui est en dessus de l'écran. Vous verrez quand même l'intégralité de la présentation. Alors, donc on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la maladie naviculaire. C'est un petit peu un gros mot. La maladie naviculaire, ça veut un petit peu rien dire. L'os naviculaire, c'est un petit os qui est dans le pied. Je préfère parler de syndrome podotrocléaire parce que l'appareil podotrocléaire, c'est l'appareil qui englobe donc ce petit os et les tendons et ligaments qui gravitent autour. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus scientifiquement juste. Un syndrome, c'est c'est pas une maladie en soi, c'est un ensemble de maladies plutôt qui vont avoir la même expression clinique. Donc là, on va parler de syndrome. Ça reste quelque chose qui est très très fréquent. Un cheval, il boite quasiment 9 fois sur 10 du doigt, boulet inclus, mais enfin un pied plus boulet. Donc voilà, la très 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 grande majorité des boiteries sont des boiteries basses et ça implique quand même beaucoup ce fameux appareil podotrocléaire car on va voir que c'est un peu un appareil qui est très très sollicité chez le cheval, notamment chez le cheval de sport. Ça touche surtout les antérieurs. Et c'est pareil, on va voir notamment à l'obstacle, le cheval met beaucoup de pression sur cet appareil-là. Pour autant, ça arrive les cas postérieurs, c'est rare, mais ça arrive. La gestion est parfois délicate, c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler, c'est pas toujours évident et c'est malheureusement une cause de réforme, une cause de retraite.
En conséquence, c'est un enjeu très très important lors des achats-ventes et au moment de la visite d'achat, on a pas mal de tests en fait qui vont tourner autour de ça. Là, du coup, on va d'abord parler d'anatomie parce que sinon, ça n'a pas de sens, vous n'allez pas comprendre. On va ensuite parler un petit peu des outils de diagnostic qui vont nous permettre d'avancer et enfin la gestion du cheval naviculaire. Alors, l'anatomie d'abord. Donc là, on a un pied. Vous voyez, avec le sabot là qui est en gris, coupé de profil. On a vraiment coupé là au milieu du pied de profil. Alors, on a là en jaune, donc c'est les os. Le premier os, là, c'est la première phalange. Ensuite, on a la deuxième phalange. Et ensuite, on a la troisième phalange. Et derrière ça, là, le petit os qui est là, c'est le naviculaire. Donc là, on est au niveau osseux. Ce qu'il faut bien retenir en plus par rapport à ça, c'est qu'on a donc, vous voyez le petit tendon violet là qui est le tendon perforé et le tendon rouge qui est le tendon perforant. C'est d'un point de vue plus scientifique, le tendon fléchisseur profond du doigt. Et vous voyez, c'est vraiment ce qui va permettre de fléchir le membre, de plier le pied. Donc fléchir le pied, c'est quand par exemple vous prenez le pied pour curer le pied, vous vous amenez à faire une flexion. Ce tendon-là, vous voyez, il descend jusqu'à... Alors, le schéma est un petit peu idéalisé. En réalité, il vient vraiment sous la troisième phalange. Et en fait, le naviculaire, c'est une petite poulie. C'est une petite poulie de glissement, en fait, pour ce tendon. Du coup, là, on comprend bien qu'assez vite, le naviculaire, il peut être pressurisé par ce tendon, par la deuxième phalange, par la troisième phalange. Alors, là, on a une face. Donc là, le cheval pose. C'est pareil. On voit bien la boîte cornée qui est en gris. Là-haut, là, on a le boulet avec les deux os sésamoïdes et les deux petites oreilles. Après, la première phalange, à nouveau. La deuxième phalange et la troisième phalange. Et le petit os là, qui ressemble à un bisou, qui est le naviculaire. Ok. Donc là, à nouveau, on voit qu'il est vraiment... que c'est une zone de carrefour, quoi. Qui est assez importante. Alors, juste un instant, excusez-moi. Hop là, meureux. Hop, alors. Donc, on a vu que c'était un ensemble complexe qui fait intégrer beaucoup de structures. Évidemment, ce naviculaire, il flotte pas dans l'air là en suspension comme ça entre les os. Il est relié à tous ces os par des ligaments. Donc qui rajoutent des structures. Et alors on voit là sur cette photo du beau Milton, à la réception, vous voyez à quel point le membre est en extension. Donc, on a tout ça là qui est étiré au maximum et pour que le cheval continue à avancer, il va falloir venir fléchir tout ça. Alors, bien sûr, il y a l'énergie cinétique. Le cheval va continuer à avancer, mais quand même, il va bien falloir qu'il y ait un petit peu de propulsion parce que sinon, le cheval finirait par se casser la figure. Enfin, simplifier un petit peu, mais c'est quand même l'idée. Donc, le perforant va énormément travailler et vous voyez bien que au moment de la réception, il y a quand même un moment où tout le poids du cheval arrive sur un seul antérieur. Du coup, c'est plusieurs centaines de kilos. Alors, un cheval, ça pèse 500 kilos, mais il faut imaginer qu'un cheval qui réceptionne d'un saut à 1m60, la charge qui est mise sur le naviculaire et sur toute la structure-là, elle est vraiment de plusieurs centaines de kilos. On approche de la tonne dans certains cas. Alors, le syndrome prototrocléaire, du coup, il peut impliquer l'os naviculaire qu'on a vu, le tendon, ce fameux tendon perforant qui vient coulisser sur le naviculaire, mais aussi de temps en temps un petit peu les ligaments qui retiennent le naviculaire aux os qui sont autour de lui. Donc c'est pour ça qu'on parle de syndrome et de façon générale, parce qu'un cheval qui a une lésion à ce niveau-là, la lésion peut être osseuse, mais elle peut aussi être simplement tendineuse, simplement ligamentaire. Et malheureusement, la plupart du temps, elle va impliquer un petit peu ces trois structures parce qu'on voit qu'elles fonctionnent de façon très intime, toutes les trois ensemble. Alors, comment on va explorer? Une des premières choses qu'on va faire, c'est la radiographie, et c'est la méthode en tout cas la plus ancienne. La radiographie, par contre, nous permet de voir que les os. Donc, elle va être complétée par l'échographie. Ça s'est développé de façon beaucoup plus récente sous l'impulsion du docteur Denoy, enfin même du professeur Denoy, il ne faudrait pas qu'il m'entende dire docteur. L'échographie, elle permet d'accéder aux tendons et aux ligaments. Et de façon plus récente, mais un petit peu moins routinière, on a l'IRM et le scanner qui peuvent également nous amener des informations. Alors, comme on a tous vu des radios en visite d'achat du pied, et vraiment c'est le premier examen qu'on va avoir tendance à faire pour explorer un pied,
Après la clinique, bien sûr, hein, là on parle des moyens diagnostiques parce que c'est évident que la clinique va être très important. Alors sur une radio, je vous ai remis à côté, donc là on a une face, je vous ai remis le petit schéma de la face à droite. Là c'est pas un pied qui est posé bien à plat, c'est un pied qui est posé sur une cale. J'aurais pu mettre une petite photo. Donc en fait la troisième phalange là est fléchie, hein, c'est pour ça qu'elle a cette jolie image là un petit peu en papillon, c'est qu'on la regarde de face, elle pour le coup. Enfin, on la regarde en face fléchie, elle est pas posée à plat sur le sol. Alors, on retrouve notre première phalange en haut, la deuxième phalange ici, donc la troisième phalange, là, ce petit papillon, et l'os naviculaire qui est derrière, c'est l'autre petit papillon qu'on a ici. Donc celui-là, là, je vous ai mis une radio complètement normale, celui-là, il est très beau. Qu'est-ce qu'on va regarder sur une radio? On va regarder que... alors déjà, on commence par apprécier les tissus mous, hein, de temps en temps, on va pouvoir voir un gonflement, on va pouvoir avoir un abcès de pied. On peut avoir ce genre de choses. On va pouvoir apprécier également le parage, comment le parage suit la façon dont les os sont alignés. On peut voir la qualité articulaire, les espaces articulaires. On voit bien là les espaces entre les différentes phalanges. Donc déjà, voilà, on va apprécier tout ça. Ensuite, si on veut regarder plus en précision un os, on va contrôler sa forme. Il faut qu'il ait la forme attendue. Et on va contrôler également sa couleur, sa densité. La densité, elle va donner des informations. Un os, normalement, c'est une corticale et un os spongieux. Là, sur la face, on l'apprécie très bien sur la première phalange là-haut. Vous voyez qu'il y a comme 3 bandes de couleurs. Une bande blanche, une bande noire, une bande blanche. Le blanc, c'est la corticale et le noir, c'est l'os spongieux. C'est l'os qui est très irrigué et dans lequel se passe l'hématopoïèse, donc la création des globules rouges. Alors, là, on a le profil. À nouveau, je vous ai mis le petit dessin à côté. Alors, la première phalange là-haut, la deuxième phalange ici, la troisième phalange ici, et enfin notre os naviculaire. Alors, là, on voit bien notre os naviculaire, il y a une zone en bas là qui est bien blanche, une belle ligne bien blanche, qui est donc une corticale, et de l'os spongieux gris en dessous. Hop là. Ça, c'est une autre vue qu'on fait un petit peu moins souvent en pratique, mais qu'on utilise quand même, qui est ce qu'on appelle la skyline. Donc là, pour le coup, je vous ai mis la photo de comment on prend cette radio, parce que c'est pas toujours intuitif. Donc vous voyez, on se met par l'arrière du cheval, on pose le pied du cheval sur la cassette qui réceptionne, et on essaye de lui reculer le pied pour dégager le naviculaire. Et on obtient cette image-là. Donc là, on a le fer qui apparaît très blanc, hein, qui est complètement opaque au rayon X. Et on a le joli papillon en dessous, qui est le naviculaire, où là, on voit du coup à nouveau cette belle corticale bien blanche qui le délimite, et à l'intérieur, l'os spongieux, avec des zones qui peuvent être plus ou moins noires. Là, on a quelques zones un petit peu noires qui correspondent à ce qu'on appelle les petites fossettes. Mais là, il n'y en a pas beaucoup, elles sont toutes petites. Celui-là, il est très joli, le naviculaire. Alors après, du coup, l'échographie, elle va nous permettre de voir tendons et ligaments. Donc on va d'abord y accéder par le pâturon. Là, ce que je vous ai mis, c'est une jolie vue du pâturon. La sonde, elle est tout en haut, hein, donc on a la peau tout en haut. Donc là, on coupe le pâturon en tranches transversales. Et là où il y a écrit DDFT, en fait, c'est de l'anglais, hein, j'ai piqué ça, toutes ces images sont piquées sur des sites américains. C'est le perforant là qui a cette forme de petite lunette, parce qu'en fait, autant il fait qu'un seul faisceau à l'arrière du canon, autant quand il arrive dans le boulet, il se divise en deux. On a 2 lobes comme ça, 2 jolis lobes. Après, on va également pouvoir le voir à travers la fourchette. Donc, ça demande de bien parer la fourchette, ça demande un peu de temps, mais on arrive à avoir pour en fait aller voir l'insertion vraiment de notre tendon au niveau de la fourchette. Mais en fait, du coup, on ne va pas avoir accès à la zone qui est vraiment derrière le naviculaire, la zone vraiment de coulissement sur le naviculaire. On va réussir avec les petites sondes à voir le haut du naviculaire, à voir les synoviales autour du naviculaire. En revanche, il reste une zone un petit peu de flou qu'on ne va pas pouvoir voir. C'est là où il y a la naissance de la fourchette, où il y a les glaumes. Et là, vous voyez, c'est pas lisse et les ultrasons ne passent pas l'air. Et en fait, du coup, là, il y a trop de replis, trop d'air. On ne peut pas aller voir là. On n'a pas de surface de contact suffisante pour pouvoir aller voir notre tendon à ce niveau-là. Donc, il y a une vraie zone aveugle qu'on ne peut pas apprécier. Heureusement, on a l'IRM. C'est une technique qui est très sensible et vous voyez, ça fait des très belles images qu'on comprend plutôt très bien, qui ressemblent là aux radios, première phalange, deuxième phalange, troisième phalange, et notre petit naviculaire là qui ressemble un petit peu à un petit brocoli. Avec la ligne noire qui passe derrière, qui est notre perforant. Ça, on voit très bien, ça a plusieurs inconvénients. D'abord, ça a un coût.
Il faut compter sur un IRM de pied, comme ça, il faut compter à peu près dans les 1 000 euros. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça ne peut se faire qu'en clinique parce que il faut, comme c'est des ondes électromagnétiques, il faut une cage de Faraday autour. Un jour, sûrement, on pourra imaginer que ça se fasse dans des camions, mais aujourd'hui, on n'y est pas, et probablement, ce serait des matériels très, très coûteux. Donc avant que ça arrive, aujourd'hui, il faut forcément déplacer les chevaux et il faut les tranquilliser parce que l'IRM, par contre, n'est pas du tout, contrairement à l'échographie, une technique qui va supporter les mouvements. Il faut vraiment pas que ça bouge, sinon tout de suite, on a du flou. En fait, l'IRM, on envoie un champ électromagnétique et on récupère le signal électromagnétique. En fait, notre corps est constitué de plein de petites molécules avec des ions. On envoie le champ électromagnétique dans un sens et en fait toutes les molécules vont réagir et vont s'orienter dans ce champ magnétique et on va récupérer le signal de cette mise en position des molécules. Voilà, c'est un peu technique l'IRM, mais l'idée elle est là. Donc il faut absolument pas que ça bouge, donc on tranquillise. À la fois, il faut pas trop tranquilliser parce qu'il faut pas que le cheval tangue, parce que tout de suite on a des micro-mouvements. Donc c'est pour ça que l'IRM aujourd'hui se fait debout, très très bien sur les pieds, assez bien sur les boulets et assez difficilement au-dessus, sachant que de toute façon au-dessus du carpe, on est limité par l'épaisseur du cheval. Un cheval aujourd'hui c'est trop bon. Le scanner, alors là vous voyez on a un cheval qui est anesthésié. Aujourd'hui on n'a pas de scanner debout qui existe en France. Il y a des scanners debout qui existent aux États-Unis, qui sont en train d'être développés. Le problème en France, c'est qu'on a une législation. Alors c'est un problème ou une chance, ça dépend comment on le considère. Mais on a une législation très importante au niveau des rayons X. Or le scanner, ça envoie des rayons X. Ça envoie des rayons X de façon multidirectionnelle pour faire une image en 3D. Mais du coup, ça en envoie quand même pas mal. Et en fait, faire un IRM debout, ça devient compliqué de protéger des rayons X la personne devant. C'est pareil, je ne doute pas que les industriels finissent par nous trouver des solutions. Aujourd'hui, on n'y est pas. Installer un scan debout pour un cheval en France, ça va demander encore un petit peu de développement. Probablement dans les prochaines années, les problèmes vont se régler. Aujourd'hui, voilà, le scan, c'est exclusivement avec une anesthésie générale. Donc, vous imaginez le coût entre la machine et le coût de l'anesthésie générale. Là, on dépasse allègrement les 1 500-2 000 euros, assez vite. Voilà. Et pour le syndrome naviculaire, le scanner, comme c'est des rayons X, c'est surtout intéressant pour les tissus durs, les tissus osseux, même si on a un peu d'image de tissus mous. Du coup, ça viendra très certainement. Aujourd'hui, voilà, c'est pas la technique la plus utilisée. Et à la limite, même pour le diagnostic, on est encore en recherche et développement. Alors, le plus important, je vous l'ai dit, les images, c'est joli, mais le plus important, c'est de voir la clinique. La boiterie, c'est donc une boiterie de pied et avec une réduction de la phase postérieure de la foulée. Ça veut dire quoi? La phase postérieure, c'est quoi? C'est le moment où le cheval a le membre plutôt derrière lui. Parce que ce qui fait mal, on l'a dit, ça va être la tension de flexion. Donc vraiment au moment où le cheval doit faire l'effort de soulever, de décoller son pied du sol. C'est ça qui fait mal. Donc vraiment au moment où le cheval a le pied derrière lui. Donc assez vite, on va avoir des chevaux qui ne reculent pas leurs membres et qui essayent d'avancer. Et à l'arrêt, ces chevaux-là, d'ailleurs, pour se soulager, on dit qu'ils pointent, ils vont avoir tendance à garder leur antérieur loin devant eux. Selon la forme, le test de flexion peut être positif ou négatif. C'est pas du tout ça, c'est quelque chose qui est très orientant, en tout cas, sur la maladie naviculaire. Ce qui va être très très significatif, en revanche, c'est le petit cercle dur. Ça, c'est quelque chose qui met très très fort en contrainte le pied interne parce qu'on a une résistance. Et voilà, la flexion, vraiment le lever du membre va être très très difficile pour le cheval et va être appuyé. Enfin, il y a le test de la planche. C'est pareil, ça j'aurais pu vous mettre une petite photo, mais le test de la planche, moi personnellement, je le fais très peu. Parce que c'est très difficile à interpréter. Qu'est-ce qu'on fait? On pose le membre du cheval sur une planche assez longue et on soulève la planche à l'autre extrémité, ce qui va mettre en fait le pied complètement en extension. Ça tire du coup évidemment sur le fléchisseur qui est là pour fléchir. Si on vient au mouvement inverse, on lui provoque une extension maximale. Mais en fait, il y a des chevaux qui sont très 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 gentils et même s'ils ont très mal, ils vont accepter de rester sur la planche. Et à l'inverse, il y a des chevaux que ça va inquiéter d'être sur cette planche. Donc, même s'ils n'ont pas du tout mal, ils vont sauter de la planche, systématiquement, dès qu'on la soulève. Du coup, ça fait beaucoup de faux négatifs, beaucoup de faux positifs. C'est pareil, je trouve que c'est pas très informatif. Vraiment, ce qui est super intéressant, c'est de regarder le cheval,
sur le petit cercle et sur le 8 de chiffre au pas, parce que c'est sur ce 8 de chiffre qu'on va voir le mieux la réduction de la face postérieure. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Il va falloir être attentif parce qu'en ligne droite, le cheval n'est pas très très boiteux. Hop là, elle est là. Alors, je l'ai mis directement, on va tout de suite voir le cheval se déplacer. Alors, vous voyez, là, il pointe, hein, on a bien vu à l'arrêt le cheval qui avait le membre devant lui. Et alors, voilà, en ligne droite, il boite pas beaucoup, mais on voit quand même, hop, vous voyez, tac, tac, il tombe à droite. Donc, il soulage son intérieur gauche. Il boite du gauche quand un cheval tombe à droite. Et là, on va le voir sur un cercle. Voilà, dès qu'on le met sur une courbe, le cheval, pouf, là, il boite beaucoup. Et plus le jeune homme là, à la tête serre le cercle, plus le cheval boite. Ça, c'est très, très caractéristique du naviculaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour être sûr que c'est... Enfin, du naviculaire, des boiteries de pied. Qu'est-ce qu'on va faire? On va anesthésier. Donc, vous voyez, il est en train de nettoyer parce qu'il y a 2 nerfs là qui descendent dans le pied. Et en fait, il va aller mettre un petit peu d'anesthésique locale le long de ces nerfs pour que le cheval ne sente plus. Alors, on va avancer un tout petit peu. Ouais, parce que le scrub, c'est intéressant. Enfin, bon, bref. Hop là. Il nettoie bien, hein, c'est propre. Vous voyez, il soulève le membre là et il vient piquer. On attend quelques minutes et on regarde à nouveau le cheval. Hop là. Et là, il va se passer un truc très classique. Vous voyez maintenant, alors le cheval là est beaucoup mieux. Mais quand il va essayer de tourner... Hop, vous voyez là, il se met à boiter du droit. C'est très classique. En fait, souvent la maladie naviculaire, elle est bilatérale. Donc quand vous anesthésiez un pied, hop, le cheval il se met à boiter de l'autre côté. Par contre, sur le cercle à main gauche, là, le cheval est droit. Hein, vous voyez, on ne voit plus boiter. Donc, c'est une boiterie de pied. Vous voyez, on le voit bien en ligne droite, on peut bien s'en convaincre. Et par contre, vous voyez, même sur le cercle à gauche, là, il se met à boiter un petit peu du pied droit. Donc voilà, ils vont pouvoir aller explorer. Donc, parfait, on va voir les radios qui sont classiques. Donc là, il a fait des radios à l'appui. Alors, ce n'est pas une vue qu'on utilise beaucoup parce qu'on ne voit pas très très bien le naviculaire. Et alors, les Américains, est-ce qu'on va voir les vues plus classiques? Parce que les Américains ne les font pas en fait. Enfin, ils ne les font pas de la même façon. Ils posent le pied directement sur la cassette et non pas comme nous sur une cale. Vous voyez, comme si là, ils mettaient la cassette en dessous en fait. Allez, on va revenir à notre petit PowerPoint du coup. Hop là, donc on a vu cette jolie petite vidéo. Alors, je vais vous montrer là des exemples de radios. Ce qui est important de retenir, c'est que tous ces chevaux-là ont été performants. Hein. Je vous ai mis que des radios de chevaux qui avaient fait du concours. Ça, typiquement, c'est un cheval de 17 ans qui n'a jamais boité avant ses 17 ans et qui, à 17 ans, a montré de l'inconfort. Et typiquement, sur ce cheval-là, ça aurait été très intéressant de faire de l'IRM parce que j'aurais bien aimé savoir pourquoi aujourd'hui son naviculaire lui fait mal. Est-ce qu'il y a de l'œdème osseux? Est-ce que j'ai une lésion de fléchisseur profond que je ne peux pas voir derrière le naviculaire? Donc vous voyez là son naviculaire, donc vous avez bien repéré, hein, il est entre les 2 pointes, là, les 2 éponges du fer. Et autant tout à l'heure, je vous avais montré un naviculaire qui était parfaitement homogène, autant celui-là, il y a un petit trou noir dedans. Vous voyez, c'est un petit kyste. Hop, voilà. Ça, c'est une jolie lésion. Hein. En visite d'achat, ça fait un petit peu trembler, mais la preuve, il y a des chevaux qui vivent avec, et ce cheval, il a fait du complet, il a fait du CSO, il a fait du club, enfin, c'est vraiment un cheval qui a bossé. Hein. Alors, la vue suivante. Donc là, c'est pareil, on a un cheval qui a fait du concours, qui a une carrière un petit peu raccourcie, mais qui a fait du concours. Alors là, on voit, il y a 2 choses à voir sur ce naviculaire. Comme le cheval précédent, vous voyez, il y a un gros trou noir en plein milieu. Ah mais non, on revient, je voudrais d'abord qu'on voit bien celui-là. Et en plus, si vous regardez bien, en fait, le naviculaire, là, il dépasse un petit peu de la... Alors, la vue, en fait, est faite exprès pour dégager le bord du naviculaire, mais autant sur la première radio que je vous avais montré, le naviculaire avait des bords bien lisses, bien jolis. Et celui-là, on voit là, le bord dépasse de la 2e phalange. Et vous voyez, on a une petite pointe là, un joli petit crochet sur la droite. Alors sur sa droite à lui, mais sur la gauche de l'image, hein. Vous voyez qu'il déborde, il y a le joli petit crochet. Ça, c'est probablement qu'un des ligaments qui est sur les côtés en fait de l'os naviculaire travaille. On a une anthésopathie, on a une lésion au niveau de l'insertion ligamentaire et du coup, l'os en face a réagi. Mais ce cheval a fait du concours. Là, on a un autre cheval qui a fait du concours pendant assez longtemps. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on appréciait la couleur des os. Et bien là, ce naviculaire-là, il est tout blanc. Il est tout blanc.
Ça, c'est pas normal, hein, c'est ce qu'on appelle une sclérose. Ça veut dire que ce naviculaire, il a des charges anormales en permanence sur lui. Voilà. Et quand le cheval arrive sclérosé, ça veut dire quand l'os devient beaucoup plus dense. Ça leur fait vraiment mal. Et ça, c'est, à mon avis, une des lésions les plus difficiles à gérer. Mais on y arrive une fois de temps en temps. Je vous dis, ce cheval a été performant, il faisait de la 1,10 m. Et il a fini par vraiment nous embêter trop. Je crois qu'il avait 13-14 ans, un truc comme ça. Alors, le premier traitement, ça va être le parage. Pourquoi le parage? Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, tout cet appareil-là, il va beaucoup travailler au moment où le cheval décolle le pied du sol. C'est vraiment lui, au niveau du perforant, on va venir tirer le pied du sol. Et là, vous voyez, je vous ai mis exprès un cheval qui est mal paré, donc qui a une pince qui est très 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 longue. Bah, vous imaginez bien le bras de levier là qui est en... Ah bah super, en plus j'ai mon petit pointeur. Vous voyez là, le bras de levier à ce niveau-là. Là, la pince, il faut la couper. Faudrait la couper ici. Hein. Il y a un vrai travail. On a des standards qui sont adaptés bien sûr selon la taille du cheval, etc. Mais on considère qu'il faut au max 2 cm, 2 cm et demi entre la pointe ici de notre phalange et la pointe du sabot. On a une petite échelle ici. Vous voyez que là, on est facile à 4-5 cm. Hein. Donc voilà, il y a vraiment à enlever. Ça nous arrive de travailler avec les maréchaux hein, quand c'est comme ça parce que pour plein de raisons, ça peut ne pas être facile de savoir jusqu'où il peut couper, notamment sur les chevaux qui n'ont pas de sol. Mais c'est une erreur parce qu'en fait, du coup, comme le pied ne fonctionne pas bien, bah, le cheval il va jamais prendre de sol. Le jour où le cheval est bien paré, les chevaux se mettent à prendre de la sol parce que on a un mouvement, une facilitation en tout cas de la circulation sanguine dans le pied et le pied va se mettre à revivre et à refonctionner beaucoup plus normalement. Donc c'est vraiment le premier traitement, ça va être la qualité du parage. Et moi, je vous dis, je n'hésite pas à travailler avec les maréchaux, on fait les radios, on mesure, on fait un trait et puis on avance et puis on fait des radios et on contrôle que notre travail de parage est bon. Alors, on va aussi de temps en temps se servir de la ferrure. Quel est l'intérêt de la ferrure? Je vous ai mis une jolie photo de petits souliers là. Si vous marchez dans le sable avec cette chaussure, vous allez avoir vos orteils qui vont rester à la surface du sable. Par contre, le talon va s'enfoncer dans le sable. C'est exactement ce qu'on va travailler sur les fers. En fait, comme on a vu que ce qui était dur pour le cheval, c'est de décoller son pied, on va essayer de faire en sorte que cette chose-là soit le plus facile possible. Donc que les talons ne s'enfoncent pas dans le sol, que si vous voulez, le cheval soit déjà un petit peu préfléchi dans l'idée. Donc à l'avant, on essaye de faire quelque chose de très biseauté, voire pas du tout de fer avec un fer à l'envers, pour que la pince puisse bien s'enfoncer, mais par contre à l'arrière, on met du soutien, donc avec un fer assez large, assez couvert, qui fait que les talons ne vont pas s'enfoncer. On va parler de rolling, c'est toujours pareil, on évite d'avoir des fers carrés, pour favoriser toujours le décollement du pied. Et ça, c'est pour accompagner le parage qui aura été fait correctement avec un joli relevé de pince et une pince courte. Ensuite, dans les traitements, il y a la gestion des terrains. En général, ces chevaux-là, ils supportent très mal les terrains très durs parce qu'il y a beaucoup de résonance et ils n'aiment pas non plus les terrains trop profonds parce que ça va tirer, ça va demander un effort important pour se sortir du sable et donc ça, ils n'aiment pas. On va pouvoir faire des ondes de choc, de l'électrothérapie. Ces traitements-là, ils vont surtout avoir un effet sur la perception de la douleur par le cheval. Donc, quand on est sur des maladies très chroniques, ça va permettre au cheval d'élever un peu son seuil de tolérance à la douleur. Voilà, donc c'est des choses à faire de façon assez contrôlée, mais qui peuvent être intéressantes dans ces pathologies-là. Également, sur les kystes osseux, on a des techniques chirurgicales qui vont consister à remplir ces kystes pour éviter qu'il y ait de la pression. Ce qui fait mal, c'est la pression liquidienne dans ces kystes. On va venir remplir avec des matériaux de synthèse, en fait, ces petits kystes-là pour qu'il n'y ait plus de pression dedans et du coup, les chevaux n'ont plus mal. La névrectomie, elle est interdite en concours, mais sinon, bien sûr, c'est une des solutions. On coupe les nerfs qui descendent dans le pied, donc le cheval ne sent plus ses pieds, donc évidemment, il a plus mal. Voilà, c'est quelque chose qui pose des questions d'éthique, qui, à mon sens, peut être fait dans certaines situations où ça ne va pas dégénérer. Quand on est sur des fibroses un petit peu chroniques du perforant, quand on est sur des scléroses du naviculaire, on risque pas la rupture tendineuse, on risque pas la fracture. Donc éventuellement, ça peut aider à faire vivre un cheval au pré ou des choses comme ça.
Par contre, derrière, ça demande une surveillance de tous les instants parce que si le cheval fait un abcès de pied, ben, il va pas le sentir. Et un abcès de pied, une fois de temps en temps, malgré tout, ben, ça va venir faire derrière des ostéomyélites. Hein, ça va venir grignoter la phalange. Donc voilà, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Ça demande beaucoup de surveillance. Et de toute façon, c'est interdit en compétition. C'est considéré comme une technique qui modifie les capacités du cheval. Enfin, on comprend très bien. Hein, voilà, ça pose une vraie question éthique. Encore une fois, ça m'arrive de l'utiliser dans des cas très précis. Entre autres, quand vraiment on n'arrive pas à assurer un confort de vie au cheval. Le pronostic. Alors, comme je vous l'ai dit, toutes les radios que je vous ai présentées là, qui sont vraiment des belles lésions, c'est des chevaux qui ont fait du sport. Néanmoins, il y a des chevaux avec des radios plus jolies que ça, avec des lésions moins importantes, qui ne vont pas faire de sport. Alors déjà, c'est pareil. Il faudrait, en fait, assez vite pour préciser le pronostic, il faudrait faire de l'IRM quasiment de façon systématique pour avoir une vue vraiment d'ensemble et tout voir. Parce qu'à la radio, on voit pas l'œdème osseux, on voit pas ce genre de choses. Et ensuite, c'est toujours pareil, il y a les images et il y a ce que ressentent les animaux. C'est deux choses très différentes. L'image, comme son nom l'indique, c'est qu'une image. C'est une représentation. En plus, comme toute technique d'examen secondaire, il y a des artefacts, il y a des choses qu'on peut surinterpréter, moins interpréter. On interprétait beaucoup ces kystes et ces fossettes synoviales, ces fameuses fossettes synoviales, qui sont donc on en avait sur la deuxième radio que je vous ai montré, qui sont liées en fait à la surpression. On a fait beaucoup de sélection génétique là-dessus avec le protocole de Noix et aujourd'hui, les chevaux boitent toujours autant du pied. Il y a beaucoup moins d'images de fossettes, il y a beaucoup moins de naviculaires moches à la radio et pour autant, il y a à peu près autant de chevaux qui boitent du pied. Donc sûrement, à l'époque, on a surinterprété ces images-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut plus du tout en prendre connaissance? Non, c'est faux. Il faut continuer à les écouter, il faut continuer à les voir, il faut continuer à en parler, il faut continuer à s'en méfier. Mais voilà, peut-être que ce n'est que le reflet de ce qui se passe de façon plus profonde dans le cheval. Donc attention, il faut vraiment. C'est pas parce qu'on le voit que les choses vont. Enfin, c'est pas parce qu'il y a des lésions que les chevaux ont mal, et c'est pas parce qu'on a des petites lésions que les chevaux ne vont pas en souffrir. C'est quelque chose vraiment de délicat à interpréter. Ensuite, le pronostic, ils vont être très dépendants de l'environnement du cheval. L'environnement, ça va être bien sûr sur quel sol il va vivre, est-ce qu'il va vivre au paddock, est-ce qu'il va rester qu'au box. Souvent, vivre au paddock, c'est plutôt quelque chose de favorisant parce que le cheval va être tout le temps dans la mobilité, donc le pied va fonctionner et la pompe sanguine du pied va fonctionner en permanence. Du coup, le pied va globalement mieux fonctionner. J'ai envie de dire que ça dépend, comme on l'a vu aussi, énormément du parage et du coup, ça va beaucoup dépendre de l'équipe autour du cheval. C'est des chevaux, c'est important de ne pas les laisser avoir augmenté ce bras de levier. Et du coup, il faut un parage vraiment très, très régulier. Et c'est des chevaux qu'on ne perd pas à 8 semaines. Quoi, hein. Clairement, assez vite, on est à 5-6 semaines. 6 semaines, c'est vraiment un grand max sur ces chevaux délicats. Et ensuite, il faut accepter qu'il n'y a pas une solution qui va aller à tous les chevaux. Je vous ai parlé du fer à l'envers, mais il y a des chevaux qui ne vont pas l'apprécier. Parce que ça vient mettre une pression potentiellement sur la pince. C'est pas toujours très facile à poser. Un fer, c'est quand même un élément qui apporte de la vibration. Hein, ça reste une prothèse hein, quelque part. Donc c'est pas si bien vécu que ça par tous les chevaux. Ça peut être une vraie solution, mais pas toujours. On a la solution des fers en plastique, là, les Epona par exemple, qui vont être très bien vécus par certains chevaux, qui apportent vraiment du soutien, qui vont avoir un côté très basket, comme ils sont en plastique, très amortissant, il va pas y avoir les vibrations. Le problème, c'est qu'ils accrochent pas. Alors déjà, on peut pas les mortaiser, donc pour aller sur l'herbe, ça peut être éventuellement plus compliqué. Et puis sur les très grands chevaux, ça tient pas très bien. C'est un peu compliqué. Et il y a des chevaux aussi qui vont très très bien vivre pieds nus avec ce genre de pathologie, parce que du coup, on va avoir une usure qui est très naturelle du pied. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parer, hein, toujours pareil, la pince doit rester très courte, hein, donc presque il faut vivre avec la râpe à la main pour maintenir cette pince courte. Et les chevaux, en fait, vont assez bien le vivre parce que, certains chevaux vont bien vivre parce qu'on ne va pas avoir ces problèmes de vibration et ces problèmes de choc qu'on peut avoir avec le fer. Donc, la jument de mon conjoint, hein, typiquement, son histoire, c'est qu'elle s'est cassé la figure à 4 ans lors de son premier concours. Et en fait, elle s'est fait une très grosse lésion de perforant. On a beaucoup tourné en ferrure, on a beaucoup cherché. Et en fait, vraiment, ce qui lui va le mieux, c'est le pied nu. Elle est très, très bien pieds nus. Elle fait de la 120 pieds nus.
Elle devient folle quand on la fait. Les choses sont assez simples. Elle nous dit très bien que ça lui convient pas, donc voilà, elle reste pieds nus, elle vit très très bien pieds nus, et voilà. Donc il faut accepter que votre veto fasse une première prescription et que cette prescription ne soit pas celle qui convienne au cheval. Il faut accepter qu'on va tourner un petit peu autour du cheval pour trouver ce qui lui convient. Tous les chevaux sont différents. Bien sûr, il va y avoir l'observation, bien sûr, il va y avoir ce qu'on a fait comme diagnostic, mais parfois, il y a aussi bêtement comment le cheval se ressent, et ils sont tous différents. Et voilà, donc il faut vraiment accepter de prendre le temps de trouver ce qui va aller, de trouver chaussure à son pied. Au moment d'une vente, c'est toujours quelque chose sur lequel on va s'attarder, dont on va signaler, même si on considère que c'est des risques très courants, on va toujours vous le signaler. Attention, il a quand même une petite lésion. La grande majorité des chevaux vont très bien vivre avec, mais une fois de temps en temps, il y en a un qui fait mentir. C'est pas un vice rédhibitoire en lui-même, c'était une des questions qui avait été posée avant de parler avant qu'on fasse la conférence. Dans les vices rédhibitoires, par contre, il y a la boiterie chronique, et on a 10 jours seulement pour agir après la vente. Donc en fait, le problème, c'est que en général, on ne peut pas agir sur les vices rédhibitoires parce que ça va trop vite. C'est très très difficile de se rendre compte que le cheval boite au bout de 10 jours, surtout si on a fait une visite d'achat. Enfin, en général, voilà, le délai de 10 jours est passé. Du coup, on ne se sert pas des vices rédhibitoires. Par contre, ça peut tout à fait être un vice caché, ou ça peut rentrer dans la garantie de non-conformité. Enfin, c'est quand même quelque chose qui permet de revenir un peu en arrière. Alors, c'est une cause majeure de boiterie, on en voit beaucoup. C'est une gestion qui est délicate, qui demande parfois du temps, parfois du repos, parfois plusieurs essais, mais c'est pas impossible. Encore une fois, là, tous les chevaux que je vous ai montrés, c'est des chevaux qui ont fait du sport, certains à haut niveau et certains de façon assez intense. Voilà. Donc, il faut pas baisser les bras, il faut pas se dire que c'est impossible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et on va pouvoir passer aux questions et à la discussion avec vous. Eh ben, tu sais quoi, je pense que garde ton PowerPoint pas très loin de toi, pour la bonne et simple raison que notamment Stécie avait une petite remarque autour de ta slide sur le parage. Ouais. Donc, on va prendre les questions dans l'ordre, mais voilà, juste que tu le gardes à dispo. Il est là. Eh ben génial. Bon, bah écoutez tous, à vos questions, c'est parti. Il y en a déjà. Tu as Nathalie qui posait la question concernant les traits. Est-ce que le naviculaire est très souvent présent chez les traits ou pas? Non, pas trop. Les traits et les poneys, pas beaucoup. Traits de poney pur sang sont pas beaucoup touchés par les maladies naviculaires. Il y a quand même une composante génétique, ça très clairement. On l'a vu de toute façon par la sélection grâce au protocole de Noix. Et les pur sang sont relativement épargnés, les poneys aussi, et les traits, on n'est pas beaucoup embêté par le naviculaire chez les traits. Et tu as des souches, tu as un vrai côté lignée génétique. Oui, bien sûr qu'il y a des lignées avec des naviculaires plus frais. Encore une fois, de moins en moins grâce à la sélection génétique, mais ça existe encore. Ok, ça marche. La remarque de Stécie, en lien directement avec le parage, avec ta photo, elle disait P3 est horizontal aussi. Est-ce que tu peux juste nous montrer la slide et expliquer ce que c'est que P3? Ça pourrait être top pour ça. Il faut que je repartage mon écran du coup. Ouais. Reviens là, Internet. Hop là. Alors, je partageais mon écran. Maintenant, je maîtrise. Voilà. Alors, on va y revenir tout de suite. Elle était où, cette petite dia? Hop là. Oui, effectivement, ce cheval, il a un équilibre de pied qui est dégueulasse. Mais aussi, je pense qu'on paye un peu le mauvais parage chronique, quoi, quand même. Enfin, je crois que Stécie, c'est ton métier, mais là, je pense qu'il y a un vrai boulot de suivi à faire là-dessus pour aider ce cheval-là. Même si, voilà, il a probablement un équilibre de pied au départ qui est pas très bon, avec des talons, vous voyez, qui ont tendance à complètement être écrasés, là, et puis cette pince qui pousse. Alors, ces chevaux-là, souvent, c'est des chevaux qui soulagent, je sais pas si vous voyez mon petit pointeur, normalement oui, c'est des chevaux qui soulagent l'articulation P1, P2. Souvent, c'est des chevaux qui viennent mettre beaucoup de poids sur les talons. Mais malgré tout, faut pas laisser faire, il aurait fallu, là, il y a des choses à faire, à travailler. Voilà. Nickel. Je continue simplement. Nathalie, je reviendrai sur tes questions juste après, mais toujours sur cette partie peut-être un peu plus anatomique. Stécie te disait que tu ne parlais ni du cartilage ni des coussinets digitaux dans les pieds. Est-ce que pour toi, ils ont un rôle ou pas? Ah bah bien sûr que oui, c'est eux qui vont jouer en grande partie le rôle d'amortisseur. J'en ai pas parlé parce que
c'est toujours pareil. Si on voulait parler vraiment du fonctionnement du pied, de la biomécanique du pied, il faudrait une conférence de 6 heures avec des spécialistes et tout ça. C'est quand même vraiment un organe assez fascinant, le pied du cheval. Bien sûr qu'ils ont un rôle d'amortissement, bien sûr qu'ils sont importants. Après, j'en ai pas parlé là parce qu'à mon sens, ils s'expriment pas vraiment dans le syndrome podotrochléaire. Quand on a des problèmes de contusion au niveau du coussinet digital, etc., on va avoir quand même des sensibilités en pince, des choses comme ça. Quand on a des fêlures de cartilage ou ces choses-là, c'est pareil, on va souvent avoir des images radio. Là, je vous ai pas mis d'image, mais en fait, alors attendez, je vais vous remettre. Si vous voyez mon petit pointeur, c'est parfait. La face de pied, en fait, vous voyez là les petites pointes. En fait, tout ça là, c'est prolongé par ce qu'on appelle les cartilages ingulaires, qui peuvent de temps en temps s'ossifier. Et preuve est qu'ils ont un vrai rôle à jouer, ces cartilages. C'est que, alors sur le profil, je vais vous montrer un profil. En fait, vous voyez ici, là, c'est pareil. Ici, on a une zone un peu plus claire et tout. En fait, ça, c'est les cartilages et ils montent. Ils montent très haut, ces cartilages angulaires. On les palpe très bien au-dessus de la couronne. La couronne, vous voyez, elle passe ici, là. Donc, ils montent assez vite jusque-là et on les palpe à ce niveau-là, au niveau de la couronne. Et en fait, on a quand même remarqué, alors, il n'y a pas d'études formelles qui sont sorties, mais on est plusieurs confrères à s'être fait la remarque de façon empirique. Quand les chevaux ont les cartilages angulaires qui sont ossifiés, donc qui monte là en fait le cartilage le voit pas à la radio mais quand le cartilage vient s'ossifier on se met à le voir et souvent ces chevaux là derrière j'ai des pathologies podotrochléaires. C'est pas démontré, c'est difficile à dire, mais je m'en méfie de ces chevaux là. Souvent c'est des chevaux qui vont être amenés effectivement à développer des pathologies derrière. Voilà. Donc bien sûr que ça a un rôle. Je l'ai pas détaillé là parce que ça me paraissait une chose encore en plus à discuter et voilà. Voilà, ensuite. Les questions, les remarques suivantes. Donc, Nathalie, qui, elle, si j'ai bien compris, doit avoir un cheval dont le naviculaire a été révélé à 16 ans, si je comprends bien ce qu'elle nous raconte. Et donc, lui, il a été aidé par une semelle de cuir entre la sole et le fer. Oui, parce qu'il y a ce côté amortissant dont je vous parlais en fait. Quand on a des douleurs osseuses, quand on a des contusions osseuses, donc c'est vraiment à force de prendre des chocs, l'os fait des hématomes, fait de l'œdème. Et ben là, en fait, en réduisant les chocs, on améliore le confort des chevaux. Et les 5 stades d'évolution, est-ce vrai? Alors, certainement, comme dans toutes les maladies, il y a des gens qui sont amusés à faire des jolis tableaux pour classer. Moi, j'avoue que je suis pas très forte à ça et à retenir ça. Alors, probablement, il existe des grilles de classification des stades. J'avoue, je les connais pas et qu'en plus, vraiment, je suis pas sûre que ça ait un gros intérêt parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, ces stades d'évolution, j'imagine qu'ils sont gradés à partir des images, notamment des images radio. De noix un grade, typiquement. Alors, il y a peut-être 5 grades, probablement même. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'un cheval a des petites images qu'il est pas très douloureux. Enfin, en fait, on grade des images et on arrête de grader des chevaux. Et moi, personnellement, je soigne des chevaux et pas des radios. Voilà. C'est joliment dit. Non, mais oui. Non, mais voilà, ce qui veut donc dire que quelque part... Après, Nathalie, votre veto disait beaucoup de traits. Alors moi, personnellement, pourtant, j'en suis pas mal des traits qui travaillent, et des traits qui travaillent en plus, soit au débardage, soit en voltige équestre. Et honnêtement, je n'en suis aucun pour problème naviculaire. Mais bon. Est-ce que tu as vu la question de Laurence concernant un lien potentiel entre fourbure et naviculaire? Alors, je pense pas trop. En revanche, une fourbure débutante peut ressembler à une pathologie naviculaire. Parce que le cheval, c'est pareil, va se soulager, va mettre en avant, parce que ce qui lui fait mal, en fait, ça va être en partie aussi la tension du perforant sur la phalange. C'est pas le rapport du perforant avec le naviculaire, ça va être la tension du perforant sur la phalange, qui du coup vient se tirer sur le podophile inflammé. Ok, ouais, donc potentiellement quelqu'un peut confondre, quoi. Avant de faire venir le veto, tu peux partir dans diverses possibilités, quoi, similaires. Après, donc je vois Stacy, on peut avoir des cartilages faibles et des coussinets faibles. Oui, d'accord, je suis complètement d'accord, bien sûr. Et encore une fois, alors là, on est sur quelque chose où j'ai insisté sur les examens complémentaires, parce qu'on parle beaucoup des examens complémentaires, mais comme je vous le disais à l'instant, le plus important, ça reste la clinique.
Et donc effectivement, nos yeux, nos mains, la façon dont le cheval se déplace. Mais là, on rentre dans des pathologies ou des problèmes de pied en général, et on sort du syndrome podotrocléaire, à mon sens. Tu vois, Nathalie revient sur les histoires de stade, donc toi tu mets de côté, en l'occurrence. C'est quoi, enfin, quelle est la plus grosse évolution de la maladie? En combien de temps à peu près? Tu vas dire, je pense que ça dépend aussi quand tu captes, et pas de la maladie, mais du syndrome, pardon, excuse-moi. Alors, déjà, ça va dépendre de la forme. Ouais, ça va dépendre. Parce que, enfin, bêtement, on a des fractures de naviculaire, hein, c'est des choses qui arrivent. Mm-hmm. Nous, on suivait un cheval en steeplechase qui fait partie des chevaux les plus titrés français, hein, qui avait une fracture de naviculaire. Ça l'a pas empêché de continuer à gagner de l'argent. En fait, vous avez vu là, le kyste que je vous ai montré en vous disant que ce cheval-là, il avait 17 ans et que c'était une découverte fortuite à 17 ans. J'ai des chevaux de 4 ans qui vont boiter avec cette image-là. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est des examens complémentaires. Et comme leur nom l'indique, ils complètent la clinique. Le plus important reste la clinique. Vraiment, tout le temps. Et quand on te dit parfois que le cheval naviculaire est mieux au pré qu'en boxe, qu'est-ce que tu en dis? Tu viens de dire ça. Moi, je pense qu'un cheval, c'est conçu pour vivre dehors et que assez vite, je prends des pincettes encore une fois, assez vite dans beaucoup de situations, ils vivent mieux en vivant dehors. Mais il y a des cas où c'est pas vrai, hein, attention. C'est pareil, hein, vivre dehors, ça veut dire dans ces cas-là, pas vivre dans 30 cm de boue, ça veut dire voilà, vivre dans des. Pas vivre sur. Enfin, essayer d'avoir un sol qui ne devienne pas du bitume l'été. C'est. Voilà, il faut être un petit peu prudent. Ça peut être une solution, ça peut être un vrai coup de main, mais c'est une solution parmi tant d'autres. Moi, je pense que c'est intéressant parce que le fait qu'un cheval marche tout le temps, on fait fonctionner la pompe du pied. Aujourd'hui, sur des chevaux qui prennent pas de sol, qui ont des problèmes de fourbure très chroniques, etc., le prêtre, un petit peu, la référence, en tout cas en Europe, voire même maintenant aux États-Unis, hein, de la gestion de la fourbure, c'est Lorenzo Darp qui a développé les Dondolino. C'est des fers en fait qui sont complètement arrondis, donc le cheval a le pied posé sur un truc instable. Le but de ça, c'est vraiment de faire activer la pompe, et là-dessus, du coup, les coussinets, les cartilages ont un rôle vraiment important, hein. On fait fonctionner la pompe du pied. Le retour sanguin, il n'existe que par les pressions et les massages des muscles le long des veines, en fait, hein. Donc, le fait qu'il y ait tout le temps des micro-mouvements, on active la pompe du pied pour renvoyer le sang, et à partir de là, on a des chevaux qui ont le pied qui fonctionne mieux, donc ils prennent de la sole, etc. L'arthrose, non, pas du tout. Pas du tout, hein. On n'a pas du tout de problème forcément arthrosique avec un cheval naviculaire. Au contraire. En fait, au contraire, parce que souvent, du coup, on les met dans du coton, on s'en occupe beaucoup. Et du coup, ils peuvent avoir de problèmes, mais en général, rien n'oblige en tout cas l'association, clairement. Est-ce que derrière, tu as des nutrition par rapport à un cheval naviculaire ou pas nécessairement? Est-ce qu'il faut faire attention au poids de manière à ce que rien comme tout, c'est assez du bon sens, hein, j'ai envie de dire, comme toute lésion, comme toutes les lésions douloureuses, comme toutes les lésions de l'appareil locomoteur, l'obésité est un facteur dégradant, c'est une évidence. Alors, on a bien vu, hein, c'est ce qui prend le poids du cheval, hein, donc plus le cheval est lourd, moins il va être heureux, quoi, hein, ça c'est clair. Tu auras tendance à le faire maigrir vraiment ou pas nécessairement? Il faut qu'il soit bien. Ça sert à rien de les maigrir, hein, ça va créer des carences, ça va pas l'aider non plus. Mais il faut qu'il soit en bel état. Nickel. Voilà. Elle connaissait le fer. Le fer d'Ondolina, ouais, je vois ça. Ouais, il circule un petit peu partout, hein. Lorenzo, il se déplace. Nous, il suit un cheval ici, sur lequel on fait des jolis phlébogrammes et tout ça. Et là, ce cheval-là, ça a été impressionnant, la prise de sol, clairement, parce qu'on a la pompe qui fonctionne en permanence. Et là-dedans, bien sûr, les cartilages, les coussinets, tout ça ont un rôle essentiel à jouer. Mais encore une fois, on sort du syndrome podotrocléaire. Là, on parle de dysfonctionnement de pied différent. Largement. Mécanique. Comment est-ce que tu expliques que dans nombre de passages de galop ou en l'occurrence de préconnaissance en club, le naviculaire soit présenté comme le vice rédhibitoire par excellence?
Parce que c'est compliqué. C'est compliqué à leur, enfin c'est compliqué à leur expliquer, c'est tout. C'est qu'ils savent pas. Et qu'encore une fois, comme je vous le disais, ça reste une des choses qui fait le plus boiter. Hein, donc que les gens s'en méfient, ça me choque pas forcément plus que ça. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Charlotte? Ou est-ce qu'on lui demande de nous parler un petit peu de la rhino? Si elle vous inquiète ou pas, hein, parce qu'il est possible qu'elle Oui, ne si vous ça vous inquiète intéresse, hein, c'est pas pas du tout. obligé. Parce que j'en parle déjà 50 fois par jour. C'est ça, mais t'es rodée. Ouais, je suis au taquet. Nathalie, Clara, parce que Clara, je sais que ta jument, elle avait des soucis. Est-ce que tu sais maintenant d'où ça vient ou pas? Stécie, des questions? Dites-nous tout. Tout le monde s'est couché. Alors pour Stacy, du coup, ça devait être un petit peu généraliste, hein, la conf, mais bon, faut s'adapter aux gens qui n'ont pas du tout de connaissances en anatomie. Et... Voilà, je suis partie ouais, effectivement du principe que les gens ne savaient pas du tout ce que c'était et du coup de très loin. Nathalie dit que la plupart des cavaliers ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu Ouais, en mais penses, voilà. toi? Ouais, hein. Les gens, en fait, on a du mal à avoir déjà la vision 3D du pied, hein, parce que bah, les connaissances en anatomie sont pas très importantes, et puis parce que c'est pas si facile de se rendre compte en 3D ce que c'est. Alors, la rhino, on a eu un mail d'alerte. Tu Bah nous oui, du expliques, reste. Charlotte? Euh, alors, le ligament suspenseur, là, pour le coup, on parle pas, ouais, c'est ça, on n'est plus du tout naviculaire, c'est même plutôt un appareil qui fonctionne enfin, les solutions de ferrure, par exemple, sont totalement à l'inverse. Pour la rhino, alors, oui, cette année, il y a une épidémie de rhino qui semble un petit peu plus intense que les années précédentes. Le RESP parle aujourd'hui d'à peu près 22 foyers déclarés avec une sous-déclaration sur le terrain. Ok, très bien. Probablement, effectivement, il y a des gens qui font pas faire leur analyse au RESP et qui ne déclarent pas une fois l'analyse faite au RESP. Enfin, c'est pas une obligation. Cela dit, l'année dernière, il y avait 15 foyers et je vois pas pourquoi, entre l'année dernière et cette année, les vétos se seraient mis en masse à moins déclarer au RESP. Donc, je pense que voilà, il y en a plus cette année et c'est significatif. Hein, de 15 à 22, il y a quand même 50% de plus. Mais on reste sur quelque chose, enfin, s'il y a 22 foyers, admettons qu'il y en ait le triple. Réellement sur le terrain, ce qui est déjà quand même vraiment beaucoup, parce que je pense que la plupart des vétérinaires aujourd'hui, on préfère passer par le RESP, parce que c'est un outil dont tout le monde reconnaît l'intérêt, et en plus, les analyses sont en partie prises en charge. Donc voilà, tout le monde a intérêt à passer, enfin, je pense, à passer par le RESP. Mais admettons qu'il y ait le triple des foyers sur le terrain, on n'est qu'à 60 écuries touchées, sur un 60 foyers. Sur le nombre d'écuries en France, pour le moment, on reste quand même, il me semble, sur quelque chose d'assez raisonnable. Il y a eu de la mortalité, ça c'est sûr, cette année, parce qu'on a une forme neurologique qui s'est déclarée dans certaines écuries. C'est pareil, il faut être à peu près cohérent. Il y a à peu près 200 chevaux par le reste, qui sont identiques, qui ont été touchés, qui ont été malades. Sur ces 200 chevaux, il y a 4 morts. Donc c'est pareil, on reste sur quelque chose de... c'est pas à prendre à la légère, mais il ne faut pas non plus complètement paniquer. Ensuite, c'est un virus qui demande quand même un contact rapproché pour être transmis entre les chevaux. Donc, il y a quand même des précautions assez simples à prendre, de ne pas laisser les chevaux se renifler, de ne pas prêter son seau, pas prêter son mort au voisin, ne pas lui emprunter également. Voilà, ça me paraît être juste du bon sens et c'est des mesures qui sont simples. C'est également un virus qui survit mal à tous les désinfectants usuels, y compris l'alcool à 70. Donc, c'est quand même très facile de se désinfecter les mains, de désinfecter ses chaussures, de changer de veste après s'être occupé d'un cheval douteux ou d'un cheval qu'on ne connaît pas, etc. Enfin, voilà, c'est des choses qui restent très simples. Et enfin, se dire, là, on entend beaucoup dire, il faut tout annuler pendant 3 semaines, un mois, comme ça, l'épidémie va s'arrêter. C'est faux. C'est faux parce qu'en fait, la difficulté dans la gestion de la rhino, c'est que on considère qu'à 4 ans, 70% des chevaux ont croisé le virus et donc sont porteurs sains parce que c'est un herpès virus. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois que les chevaux sont contaminés une fois, il y a toujours un petit peu de virus qui vont se planquer, notamment dans les nœuds lymphatiques, et qui restent là planqués gentiment, qui ne sont pas identifiés par le système immunitaire, mais qui sont présents dans le cheval. Et ça à vie. Exactement comme les herpès chez l'homme, l'herpès labial, exactement comme la varicelle, qui est un herpès virus, qui peut se réexprimer
comme un zona. Voilà, c'est des choses qui sont décrites. C'est exactement le même fonctionnement. Donc du coup, en fait, il faut imaginer qu'autour de vous, il y a au moins 70... Alors ça, c'est à 4 ans, hein, donc après, on peut imaginer que cette proportion augmente encore, mais ça veut dire que déjà, autour de vous, 2 chevaux sur 3 sont porteurs sains. 2 chevaux sur 3, à l'occasion d'un stress, d'une fatigue, ce qui quand même arrive en concours, faut pas se leurrer, il y a un transport, on arrive sur un endroit nouveau, peuvent se mettre à excréter, y compris sans faire de signes cliniques. Donc de façon complètement silencieuse, ils peuvent bombarder un petit peu du virus autour d'eux et éventuellement faire naître une épidémie. Donc c'est pas parce que là on arrête de sortir pendant 1 mois qu'on va régler le problème. Ce qui réglerait le problème, c'est que l'ensemble de la population soit vaccinée. Là, on aurait une vraie diminution de l'excrétion, on aurait une vraie diminution des expressions cliniques quand les chevaux sont malades. Et de là, on réduirait énormément le problème d'épidémie de rhino. Mais faire attention quand on sort en concours, oui. Que les écuries qui soient touchées ne sortent pas, ça c'est une évidence, c'est du bon sens, qu'ils n'aillent pas excréter du virus un petit peu partout. Et il faut qu'ils arrêtent de sortir jusqu'à 3 semaines après la fin des symptômes chez eux. Ça c'est pareil, ça paraît, c'est assez clair, on le sait. Et voilà, éviter que votre cheval fasse des bisous aux voisins qu'il ne connaît pas, etc. Mais déjà, en fait, si les gens qui étaient touchés ne sortaient pas de chez eux, le problème serait réglé. Hein. Il n'y a pas besoin d'immobiliser tous les chevaux dans le monde. Tous les chevaux en France. Si on veut se débarrasser de la rhino sans vacciner, il faut arrêter les déplacements de chevaux au niveau planétaire, clairement. Il faut arrêter. Parce que de la rhino, il y en a en Europe, mais il y en a aussi aux États-Unis, il y en a aussi maintenant très probablement en Asie, du fait des mouvements des chevaux. Donc voilà. Pourquoi on ne l'oblige pas ? Eh ben, c'est une excellente question. J'avoue que nous, jeunes vétos, on comprend pas parce qu'en plus, à l'heure d'aujourd'hui, les chevaux meurent pas de la grippe, les chevaux meurent de la rhino, comme on l'a vu là. La forme nerveuse fait mourir quand même une fois de temps en temps, même si c'est pas beaucoup, ça meurt quand même. Du coup, pourquoi ce vaccin n'est pas obligé ? Je pense que c'est des raisons historiques. Je pense que il y a plusieurs décennies, on était vraiment, vraiment emmerdés par les épidémies de grippe. Et l'air de rien, une grippe chez le cheval, une vraie grippe, c'est comme chez nous, ça vous colle à 40, 41 pendant une semaine, ça fait de la perte d'état, ça fait des chevaux qui sont hors service pour faire de la compétition, pour faire du haut niveau, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc évidemment, c'était pas souhaitable. Et même dans un contexte de rente, ça fait des chevaux qui sont inutilisables pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc je pense qu'on a beaucoup vacciné à ce moment-là contre la grippe et que la rhino était beaucoup plus discrète. Et encore aujourd'hui, il y a une épidémie dont on parle au niveau national, mais ça fait 10 ans que je travaille, c'est la première épidémie dont on parle au niveau national. Et encore une fois, je pense qu'on en parle à cause de l'embrasement des réseaux sociaux. Dans ma clientèle, on a eu affaire à une grosse épidémie, mais qui a été très vite circonscrite grâce au sérieux des gérants, qui a touché que 3 écuries dans le Val d'Oise l'hiver 2010. Mais parce qu'il y a eu une gestion très sérieuse et très responsable des écuries touchées, ça s'est pas étendu de façon déraisonnable. Mais voilà, on n'en a pas entendu parler comme de là. Et encore une fois, cette année, il y a plus de cas. Visiblement, le virus cette année est particulièrement contagieux, mais on n'est pas non plus à quelque chose de 10 fois plus grave, 10 fois plus important que ce qu'on rencontre absolument tous les ans. Donc tout ça doit amener la filière à se responsabiliser. Je pense que là, vu l'incidence économique aujourd'hui sur la filière, il doit y avoir une grosse réflexion en fait qui se met en place autour de la vaccination. Honnêtement, moi je suis pour cette vaccination. Et d'ailleurs, dans le coin, depuis cette épidémie de 2010, il y a énormément d'écuries qui ont rendu la vaccination obligatoire pour leurs pensionnaires, ce qui est quand même une bonne solution au niveau local. Et ensuite, ce que dit Nathalie, je pense que le RESP a une grosse réflexion à faire sur sa communication, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a voix sur la place publique. Et ça, pour moi, c'est un problème parce que l'épidémiologie, c'est une science qui est vraiment délicate à manier, qui est vraiment compliquée et qui demande de parfaitement connaître la maladie à laquelle on a affaire. Je vois des médecins là s'exprimer sur Facebook et qui se donnent une légitimité sous prétexte qu'ils sont médecins. Bah oui, ils sont médecins, mais ils connaissent pas la rhino. Ils connaissent pas bien le virus de la rhino, donc ils disent des énormités. Voilà. Du coup, je trouve ça un peu aberrant. Et en plus, on est quand même dans un contexte, on parle de santé bien sûr, mais on parle de santé d'animaux, et donc on est quand même dans un contexte où il y a beaucoup de gens, et il n'y a pas la sécu. Et beaucoup de gens en vivent, et il faut avoir conscience que comme la rhino n'est pas un danger sanitaire majeur, il n'y a pas d'assurance. Aujourd'hui, si les gros concours annulent, ils sont pas assurés, ils s'embourbent les frais qu'ils ont mis en place, etc. Donc
il y a quand même une vraie réflexion économique qui doit forcément se faire autour de ça et de l'épidémiologie. Et ça, c'est pareil. Les médecins, ils ont quand même, en tout cas, une fois qu'on leur explique, ils sont capables de raisonner comme tout le monde. Mais en tout cas, a priori, ils oublient un petit peu cette partie-là. Donc, il faut y penser. C'est pour ça que voilà, je pense que le reste, il faut qu'ils changent un petit peu leur communication entre ce qu'ils disent au grand public, ce qu'ils disent aux professionnels et ce qu'ils disent aux vétérinaires. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment 3 niveaux, enfin, au moins 2 niveaux d'information, mais je pense que 3 serait vraiment intelligent. Et ensuite, quand ils sortent effectivement des communiqués en disant on reçoit tous les jours des nouvelles déclarations, l'épidémie est très active, on reçoit tous les jours des nouvelles déclarations, ok, ils reçoivent tous les jours des nouvelles déclarations. Pourquoi nous, derrière, on ne reçoit pas tous les jours il y a eu un nouveau cas à tel endroit, il y a eu un nouveau cas à tel endroit? Bêtement parce que leurs analyses reviennent négatives. Hein. Donc certes, tous les jours, il y a des gens qui ont paniqué et qui leur ont envoyé des échantillons, mais la rhino, elle n'est pas ressortie sur tant que ça, quoi. Ou alors, leur système fonctionne mal et ils ne nous disent pas tout. Mais pour moi, il y a un vrai problème de communication, effectivement, à ce niveau-là. On leur a signifié, c'est un super outil, le RESP, je veux dire, ça, c'est pas remis en question. Juste, du fait de l'avènement des réseaux sociaux et du fait que tout le monde a son mot à dire sur la place publique, il faut sûrement revoir un petit peu la forme. Enfin, moi, je pense qu'en tout cas, c'est une réflexion qui doit se faire au niveau de la filière. Et ensuite, voilà, de pas lancer ce genre de phrases qui évidemment prennent des proportions incroyables. Enfin, on peut pas nous dire on reçoit tous les jours des tas de déclarations pour qu'après on ait une alerte, enfin un foyer déclaré tous les 10 jours, quoi. Parce que là, c'est ce qui se passe quand même sur cette épidémie. Il y a 22 foyers depuis le mois de février. Depuis le mois de février. On en a eu un le 24, là, avril, on en a eu un le 17. Et le 20, ils nous disent qu'ils reçoivent des déclarations tous les jours. Mais les gars, si vous recevez des déclarations tous les jours, pourquoi derrière, nous, on n'a pas un truc tous les jours, on nous dit pas, il y a un nouveau foyer, il y a un nouveau foyer. Et c'est pas possible, puisque de toute façon, il n'y en a que 22 à la fin sur 3 mois. 3 mois, c'est 60 jours, hein, donc il n'y en a pas un tous les jours. Non mais je veux dire, il y a un moment c'est arithmétique et en plus dans ces foyers qu'ils incluent, il y a les foyers d'avortement et en général ça fait c'est des formes, en général, hein, peut-être que là c'est pas le cas, hein, j'ai pas les chiffres, je suis pas dans leur bureau, mais en général vous avez une jument qui avorte à l'herpès virus de type 1 dans l'écurie et puis c'est tout, il n'y a pas forcément des symptômes sur les autres chevaux. Donc voilà, je pense qu'on fait beaucoup il faut être prudent. Il faut bien sûr prendre les choses en main, il faut bien sûr réfléchir. Mais pour autant, il ne faut pas sombrer dans la psychose, il ne faut pas créer des tels feux sur Facebook, quoi. Hein. Les gens ne sont pas capables de faire le tri. Clara, comment on fait quand le cheval tolère pas bien le vaccin? Alors, il y a plusieurs petites choses qu'on peut mettre en place. Il y a des solutions homéopathiques qui fonctionnent. On peut ne pas faire grippe tétanos et rhino en même temps. Souvent, c'est mieux vécu. Et on peut essayer différents sites d'intramusculaires pour que ce soit mieux toléré. On peut, par exemple, piquer dans la croupe de temps en temps pour les chevaux qui ne le tolèrent pas très bien. Et puis aussi, on peut donner de l'aspirine un petit peu en préventif ou un anti-inflammatoire quelconque pour limiter effectivement la réaction vaccinale. Oriane, je suis contente. Je devrais pas, mais je pense oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la technologie va trop vite et que les gens que les institutions n'ont pas eu le temps de prendre la mesure de ces nouveaux moyens de communication qui mettent encore une fois tout le monde à niveau égal sur la place publique. Clairement, c'est un petit problème. C'est un problème. Là, on voit des gens qui sur Facebook qui assènent des vérités et puis. Elles n'ont pas de fondement scientifique. On voit bien que c'est des gens qui ont zéro formation scientifique. Alors, ils essayent de raisonner comme ils peuvent. Ils sont pas plus bêtes que les autres. Hein. Mais juste, ils n'ont pas suffisamment d'informations. Ils n'ont pas suffisamment de bagages scientifiques pour comprendre et bêtement pour pouvoir prendre le recul nécessaire à une réaction saine et mesurée. Mais encore une fois, je pense qu'effectivement, il faut réfléchir aujourd'hui aux nouveaux médias et à comment on peut faire autour. Voilà. Juste une question au-dessus, Charlotte, qui était est-ce qu'on peut vacciner à tout âge, à tout moment de la vie d'un cheval? Alors, on peut vacciner à partir du moment où on considère qu'il n'y a plus d'anticorps maternels chez les herbivores comme le cheval, c'est à partir de 6 mois. Ok, d'accord. On devrait pouvoir avoir une conférence sur les vaccins. Elle existe. Ouais. On cherchait dans les replays, mais on l'a déjà faite. Alors potentiellement, on peut la refaire en live. Hein. Moi, ça me dérange pas. Je dois même avoir encore le petit PowerPoint quelque part, mais elle existe. C'est une des toutes premières qu'on a fait.
Et non, c'est pas le veto. Alors ça, c'est pas vrai. C'est pas le veto qui choisit toujours. Et en principe, il n'a pas le droit de choisir pour vous. Il a un devoir d'information, le veto. Mais c'est vous qui choisissez. C'est vous qui êtes le propriétaire. Que peut-on donner en homéopathie? J'avoue que je ne m'en souviens jamais, que je redemande à mon copain veto homéopathe. Qu'est-ce qu'on peut donner? J'aurais retrouvé et le faire passer comme info plus tard. Et Nathalie, à moins que tu... Non, non, je pense pas que c'est un problème d'être nul, c'est juste un problème d'être informé et d'exprimer et d'en discuter en fait. Des fois, il faut juste poser des questions. Hein. Enfin, je pense qu'il faut juste poser des questions. Moi, je l'ai loupé. Mais elle existe, c'est sûr. Mais sinon, on la refera, hein, c'est trop compliqué. Moi, c'est un sujet que je pense. Et puis, bon, vous avez peut-être vu circuler sur les réseaux sociaux. J'ai fait une petite vidéo explicative un petit peu de ce que c'est la rhino. Et j'en prépare une là sur ce qui est un vaccin. Alors, en fait, je pense que je vais la faire en deux volets, hein, du coup, parce que je pense que un vaccin, ça reste quelque chose. Le principe est le même, que ce soit pour les gens, pour les chiens, les chats ou les chevaux. Donc voilà, je vous prépare une petite vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'un vaccin, comment ça fonctionne, pourquoi ça fait des effets secondaires. Et voilà. Tu vois, tu y reviens au vaccin. Faut poser la question. Attends, j'étais en train de rechercher pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Hop, bien. La vidéo. Tac. Hop, et je vous la mets en lien. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc l'information décide à notre place. J'ai mon... c'est... hop. Tac. Est-ce que vous vous entendez à nous? Est-ce que tu t'entends, Charlotte? Non, c'est que ça doit marcher. C'est que ça fonctionne et normalement, hop, voilà, pour celles et ceux qui ont envie de la voir, vous allez la voir arriver. Voilà. J'aime bien, je pense aussi que là-dessus, Charlotte, ce que tu en penses, mais tu vois la réflexion de Nathalie, il ne prend pas le temps sur le terrain, il faut être honnête, votre responsabilité et votre communication vis-à-vis du public, elle est énorme, non? Oui, complètement. Non, mais c'est pour ça que je pense, j'ai bien parlé de réflexion au niveau de la filière. D'accord. La filière dans son ensemble là, qui doit prendre le temps de réfléchir. Et comme aujourd'hui elle est complètement éparpillée, c'est compliqué. Clairement. Voilà. Elle est sur l'ABC, Nathalie, si jamais. C'est le premier post que, si tu vas sur la page de l'ABC sur Facebook, c'est la première vidéo, voilà, le premier post sur lequel tu vas tomber. Mais du coup, en appuyant sur la barre de recherche en haut, quand on est sur la page, on doit pouvoir tomber dessus aussi. Ouais, je pense aussi. Bon, et ben voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour. D'autres questions ou est-ce qu'on libère Charlotte ou on lui demande le mot de la fin? Est-ce que tu as préparé ton mot de fin d'ailleurs? Non, mon mot de fin, c'était mon mot de conclusion déjà. Hein. Je pense que la clinique avant tout et savoir s'adapter. C'est un peu ce que je dis à chaque fois de toute façon. Hop. Allez, bonne soirée à tous. Allez, si c'est bon pour tout le monde, on vous libère. Merci à tous de votre présence et puis passez une bonne soirée. Merci à toi, Charlotte. Merci, de rien. Allez, je clique. J'aime mon veto. Pas de soucis, Nat. Allez, je coupe la conférence et merci à tous. Bonne soirée.